Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à la mairie de Maurepas, c'est le premier de vos rendez-vous. Vous lancez une grande participation citoyenne autour d'enjeux clés. Ce soir, le premier rendez-vous, c'est autour de la santé et l'autonomie. Déjà, pourquoi ces deux choix-là ? Déjà parce que je pense que c'est un sujet essentiel au quotidien. L'inquiétude de ne pas trouver un médecin traitant, l'angoisse de la perte d'autonomie. Alors c'est à la fois la question du handicap, mais c'est aussi la perte d'autonomie pour des proches, des personnes plus âgées, nos parents. Et donc l'idée, c'est de parler de ce qui intéresse le quotidien des gens et d'essayer aussi de confronter les points de vue. Donc c'est pour ça, là, on est juste avant que la réunion ne débute, elle se démarrera dans 1 heure. Mais l'idée, c'est bien ça, de confronter les points de vue entre les citoyens, des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers qui ont accepté d'être avec nous et qui vont pouvoir nous confronter un peu au réel. Mais justement, pourquoi confronter toutes ces parties, citoyens, professionnels, élus, ils doivent apporter chacun leur regard ? Oui, parce qu'en tant que citoyen, on a des demandes, on a des attentes. En tant que professionnel de santé, on en a d'autres. En tant qu'élu, on en a d'autres. Et puis, on doit partager aussi un niveau de contrainte. Parfois, on m'envoie des messages en disant « Moi, je sais ce qu'il faut faire. Voilà comment on va sauver le système de santé, notre système à l'hôpital public, etc. » Le fait qu'on partage ensemble à la fois les attentes réelles, les inquiétudes qui peuvent exister, des contraintes, et puis qu'on dégage ensemble des solutions. Moi, l'engagement que je prends, c'est aussi celui-ci. De dire que la participation citoyenne, c'est pas juste de réfléchir ensemble, c'est d'essayer de travailler sur des solutions qu'ensuite, moi, en tant que députée, en tant que présidente de groupe à l'Assemblée, je vais pouvoir retranscrire dans la loi. Alors justement, je vous propose de les écouter. Je viens pour essayer de rétablir certaines contre-vérités sur les solutions soi-disant apportées aux problèmes de pénurie médicale à l'heure actuelle en France, qui ne trouveront sûrement pas leur réponse dans la coercition, dans la 4e année imposée aux étudiants. Ils vont fuir encore plus et ils auront raison, je les incite à fuir si c'est comme ça. Et sur toutes les contraintes administratives qui vont nous être imposées en plus alors qu'on est en train d'en mourir et que c'est pour ça qu'on nous a dégoûté d'exercer un métier qu'on adore. On est en train de travailler avec le département et l'université de Saint-Quentin justement pour faire que l'internat en médecine de ville se déploie plus qu'aujourd'hui. L'intérêt en fait il est double, renforcer la capacité médicale auprès de nos médecins de ville qui connaissent bien, qui sont ancrés dans le tissu communal, et puis en espérant que les étudiants qui sont dans cette commune se mettent à l'apprécier. C'est d'actualité, parce que mon médecin vient de prendre sa retraite et que j'ai beaucoup de mal à prendre rendez-vous avec un nouveau. Parce qu'en général, ils ne peuvent pas prendre de nouveaux patients. Alors vous l'avez dit, la santé, c'est un sujet dont on parle tous les jours. La crise de la Covid a renforcé. Selon un rapport d'information sénatoriale qui a été rendu en mars 2022, 11% des Français de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant. Ils sont 600 000 en ALD, affection de longue durée. Vous espérez en parler avec les participants justement ce soir de cette... Ça inquiète de ne pas pouvoir prendre rendez-vous parfois. Bien sûr. Le jour J, et puis les médecins, ce sont en urgence. Bien sûr, traitant, bien sûr. En fait, ce qui se passe au sein de nos systèmes d'urgence, et le président de la République a dit ce désengorgement qu'on veut faire en 1 an de notre système d'urgence, finalement c'est le thermomètre de tout ce qui dysfonctionne avant. Souvent quand on va aux urgences, on n'y va pas pour de bonnes raisons, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix. Parce qu'on se dit, ok, je sais que je ne devrais pas venir pour ça, mais je ne sais pas comment faire autrement que de venir vous voir. Donc ça met tout le monde dans un inconfort. Les professionnels de santé, parce qu'ils ne peuvent pas répondre dans les bons délais aux demandes et parce qu'ils doivent des médecins qui déplaquent aussi, qui finissent par déplaquer. Ils ont parfois plus de 2000 patients dans leur listing. Et qui ne peuvent pas évidemment tenir. Nous, l'engagement qu'on prend, c'est de dire que tous ceux qui sont en affection de longue durée, qui ont des maladies qui sont extrêmement sévères, des maladies chroniques, qui sont, vous le savez, pris en charge à 100% dans notre système de santé, notre système de solidarité, retrouvent tous d'ici la fin de l'année un médecin traitant. Ça, c'est l'engagement très clair qu'on a pris parce qu'on ne peut pas les laisser sans suivi médical. Quelles solutions justement on peut mettre en place pour ceci ? On va manquer de médecins. Le numerus clausus a longtemps freiné les entrées. Il y a 1 année supplémentaire pour les médecins généralistes. Ils ont une 4e année. Est-ce que ça va pas retarder ? Il faudrait presque 10 ans pour qu'on ait le résultat ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on a fait. Déjà, le numerus clausus, c'est fini. Et donc, ça veut dire que cette espèce de vieille Alors, le numerus rengaine... clausus, c'est fini, mais est-ce que les places en internat sont ouvertes ? Alors, elles sont très largement ouvertes. Mais le numerus clausus a été créé à un moment où on se disait que moins de médecins, ça ferait moins de dépenses de santé. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, les maladies, elles ont aussi évolué, il y a eu plus de maladies chroniques, donc on a eu plus de demandes. Donc, le numerus clausus, on a fait sauter ce verrou qui, objectivement, n'avait
aucun sens et c'était nécessaire de pouvoir le faire. On a fait monter aussi en compétence d'autres professions médicales qui ont moins d'années de formation et qui peuvent non pas remplacer le médecin, c'est pas ça, mais qui peuvent réaliser un certain nombre d'actes. Vous parlez d'un parcours de soins presque. C'est ça, je pense par exemple à nos sages-femmes. On le voit bien en tant que femme, la difficulté de trouver un gynécologue. Eh bien, on a la quasi-totalité de nos actes, à partir du moment où ça n'est pas grave, le suivi quotidien, y compris le suivi d'une grossesse, qui peut être réalisé par la sage-femme. Et donc, on les a fait monter en compétences de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus autonomes dans leurs actes. Le pharmacien, c'est un très bon exemple. Avant le Covid, on ne pouvait pas se faire vacciner chez son pharmacien. Aujourd'hui, ça paraît presque anodin. Mais non, ça n'était pas possible. On a fait là aussi sauter ce verrou. Pendant longtemps, on ne pouvait pas se faire vacciner. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va acheter son vaccin et en fait, on va se faire vacciner immédiatement. Ce qui évite de perdre des doses, ce qui évite pour l'assurance maladie de perdre de l'argent et ce qui est surtout beaucoup plus efficace pour tout le monde. Il y a aussi la question de l'autonomie, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet là aussi primordial. En 2030, le nombre de personnes en perte d'autonomie en France atteindra 1,6 million. C'est 2,5 millions en 2060. Quelles seraient les solutions pour permettre aux gens de ne pas perdre d'autonomie, de rester chez eux? On sait que les EHPAD ont une mauvaise réputation actuellement. Beaucoup de personnes âgées veulent finir leur vie chez elles. Est-ce que déjà vous avez des pistes? Est-ce que vous espérez ce soir trouver des pistes aussi? C'est l'objectif, en tout cas évidemment, de ce genre de réunion et qui est un lieu d'échange. Vous voyez bien même la configuration, l'idée c'est pas moi qui parle. Oui, c'est beaucoup moi qui écoute, travail. Justement, et confronter encore une fois les points de vue. Après, sur l'autonomie, déjà on est en train d'examiner une loi, une proposition de loi, l'initiative de mon groupe, justement sur ce sujet. Parce qu'on est passé en procédure accélérée le 11 avril dernier. Oui, on a commencé, on n'a pas pu finir, mais on va finir dans quelques semaines son examen et c'est une loi importante, notamment sur la lutte contre la maltraitance en EHPAD. Il faut aussi envoyer un message clair là-dessus parce que oui, il y a eu des scandales. Mais moi, je suis au quotidien, j'échange avec celles et ceux qui travaillent en EHPAD. Plus on est en train de dire, de dégrader aussi l'image des EHPAD, moins évidemment on suscitera de vocation de gens qui auront envie d'y travailler. Parce que ce qu'ils m'ont dit, ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais allée les visiter, c'était vous vous rendez compte, nous pendant la crise Covid, on nous applaudissait au balcon et là maintenant on nous insulte. Donc on passe d'un extrême à l'autre. Il y a, comme partout malheureusement, des gens qui font mal leur travail, mais qui sont très minoritaires. Et alors évidemment, quand ça tombe sur quelqu'un qui est de votre famille, c'est absolument insupportable, c'est indigne et ça doit être sanctionné et très durement sanctionné. Mais la vérité, c'est que ce sont souvent des gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont dans des métiers pénibles, dans des métiers difficiles. Le manque d'effectifs, là aussi, il faut former plus. Évidemment, il faut former plus, mais il faut aussi donner envie que ces métiers soient exercés. Donc il faut aussi être très vigilant sur l'image qu'on renvoie de ces métiers. Et puis après, la question de est-ce qu'on souhaite aller dans un lieu qui est un lieu aussi collectif, médicalisé. Parfois, on n'a pas d'autre choix, parce qu'en fonction des pathologies, notamment neurodégénératives, quand vous êtes par exemple atteint d'Alzheimer de manière très significative, vous avez des risques qui sont importants. Et donc vous avez besoin d'être dans un espace qui est aussi sécurisé. On le voit pour le risque que des personnes, par exemple, fuguent et ne savent pas en fait plus qui elles sont, n'ont plus leurs repères, etc. Donc c'est aussi pour le bien des personnes, où parfois, et c'est souvent très douloureux pour les familles elles-mêmes, il faut faire ce choix de la médicalisation. Mais quand on peut adapter le logement, alors on doit le faire. Ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est l'engagement qu'on a pris avec ce qu'on appelle MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, c'est de faire en sorte que l'État vienne vous soutenir dans toutes les rénovations que vous avez à faire. Dernière question, est-ce qu'un compte-rendu sera fait? Les propositions seront remontées à François Braun, le ministre de la Santé, au président Emmanuel Macron? Alors moi, l'engagement que je prends, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un lieu d'échange et de débat. C'est d'abord ça et c'est utile de se reparler. On voit bien que dans le contexte, parfois, il y a de la tension et ce n'est pas toujours facile de se parler. Mais je pense que c'est nécessaire qu'on aille au-devant sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation première des Français. Mais oui, c'est que les propositions qui ressortiront de ces rendez-vous, de ces échanges avec les professionnels, moi, évidemment, je les remettrai au ministre. Et puis, si je peux moi-même les retranscrire, parce que c'est aussi notre initiative parlementaire, évidemment, je le ferai. Vous avez déjà une date pour rendre ce compte-rendu? Il faut déjà qu'on travaille ce soir. Et après, évidemment, avant l'été, je souhaite que les propositions, au moins sur ce premier thème, puissent être bien précisées, échangées après avec les professionnels de santé, de manière à ce qu'elles puissent être remises. Merci Aurore Berger de nous avoir accordé cet entretien.